Bonjour, aujourd'hui je suis un petit peu surexcitée parce que on va parler de Fruits Basket. Alors, je pense que je vous ai déjà parlé de mes mangas favoris. Si vous ne le savez pas, il y a Naruto et Fruits Basket, Le chat qui rendait l'homme heureux, et ensuite le reste de mes mangas, mais globalement, je suis une grande fan de Fruits Basket. Mais ça fait des années que je ne l'ai pas lu, et est-ce que j'aime toujours Fruits Basket ou pas? C'est la question qu'on va se poser. Et du coup, j'ai décidé de faire une relecture complète de Fruits Basket avec l'édition Perfect, que j'ai annotée et où on va parler de ça aujourd'hui. Cette vidéo va spoiler le tome 1, et du coup en fait à chaque tome que je vais lire, donc je vais l'annoter, je vais faire un scénario, etc. et je vous en parlerai sur YouTube. Donc si vous êtes amoureux de Fruits Basket, c'est une vidéo pour vous, ou si vous voulez découvrir l'œuvre petit à petit avec moi, bah franchement, suivez-moi dans cette jolie aventure. Comme dit dans l'introduction, je suis une fan de Fruits Basket. Mais il est vrai que quand je dis que ça fait des années que je ne l'ai pas lu, ça fait depuis le collège que je ne l'ai pas lu. Donc je tendance à le dire que c'est mon manga favori avec Naruto, sauf que la réalité c'est que je ne l'ai pas lu depuis le collège. Et mine de rien, depuis le collège, il y a plus de 10 ans qui sont passés, j'ai beaucoup changé, mes avis en œuvre ont changé, je suis devenue plus difficile. Donc est-ce que Fruits Basket vaut vraiment sa hype? Est-ce que le fait que ce soit mon manga favori va le rester? C'est ce à quoi sert cette relecture. J'ai été assez dure dans ma lecture, j'ai voulu un petit peu le lire comme si je ne l'avais jamais lu. Et la vérité aussi, c'est que Fruits Basket, mine de rien, je crois les premiers tomes je m'en souviens bien, mais la fin, je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas regardé le nouvel animé. La réalité, c'est que je ne me souviens pas des détails de Fruits Basket. Les grandes lignes, oui, mais ça reste extrêmement flou dans ma tête. Donc je partais comme si c'était la première fois que je le lisais. Et l'expérience était vraiment cool. Et du coup, on va discuter autour de cette œuvre qui est Fruits Basket. Dans Fruits Basket, on va suivre Toru Honda. C'est une jeune fille plutôt énergique et optimiste. Donc c'est un petit peu le cliché de la shoujo girl, un peu naïve, très mignonne, plutôt optimiste, très joyeuse, etc. Mais elle a une histoire de vie plutôt compliquée. Elle a perdu ses deux parents, notamment sa maman qui est un petit peu son pilier d'ancrage. Là, elle doit vivre avec son grand-père par des circonstances particulières. Au final, elle ne vit pas avec son grand-père, elle a pris une tante, elle vit dans la forêt. Factuellement, c'est ça, et elle va à l'école, etc. Et elle travaille pour se payer à manger, tout ça. Un quotidien plutôt hors norme, sauf que, en fait, dans cette forêt, elle est pas dans une forêt comme ça qui traîne. En fait, elle est sur la demeure des Soma, donc la demeure de Yuki Soma. Yuki Soma est un de ses camarades de classe, un petit peu le beau gosse de la classe, etc. qui vient d'une grande famille. Par un concours de circonstances, les deux vont se rendre compte qu'ils vivent un petit peu dans le même endroit, et Toru va être recueillie par la famille Soma, où elle va faire des tâches ménagères, et c'est comme ça qu'elle va, on va dire, payer son loyer. Mais c'est en vivant avec eux qu'elle va se rendre compte que la famille Soma n'est pas une famille comme les autres. En fait, la famille Soma est touchée par une malédiction des 12 signes du zodiaque, donc les 12 signes chinois. Cette malédiction fait que si tu es enlacé par le sexe opposé, tu te transformes en ce signe. Par exemple, si tu es comme Yuki de la malédiction de la souris, tu te transformes en souris. Une situation un peu délicate. De plus, en découvrant ce secret, Toru va aussi faire à la rencontre de Kyo, quelqu'un qui serait possédé par l'esprit du chat, une malédiction quand même plutôt particulière parce que dans le signe du 12 zodiaque, il n'y a pas le chat. Kyo est plutôt colérique, etc. Il a un petit peu cette image de bad boy énergique, et du coup, Toru va se retrouver à cohabiter avec Chigure, une figure un petit peu paternelle et un petit peu tuteur, Yuki qui est un petit peu le beau gosse un peu insaisissable du lycée, et Kyo qui est un jeune garçon très énergique et ronchon. Maintenant que le décor est posé, je pense que il est temps de faire un point sur cette œuvre. Et tout au long, je vais bien sûr donner mon avis. Cette œuvre, je l'ai annotée. Donc j'ai passé du temps, j'ai vraiment pris le temps de me mettre sur l'œuvre et d'essayer de comprendre vraiment les tenants, les aboutissants, d'essayer de vous faire une vidéo qui est concrète, et aussi essayer de m'éloigner de mon attachement de l'œuvre. Donc bien sûr, cette relecture était teintée de nostalgie et d'attachement de cette œuvre, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible pour vous en parler. Tout d'abord, on va parler du scénario. Le scénario, au postulat, est plutôt simple. Ça ressemble un peu au shoujo classique qu'on va avoir, une jeune fille qui va se retrouver par un concours de circonstances à habiter avec des garçons plutôt beaux, va y avoir un petit peu de surnaturel, avec cette notion de signe du zodiaque, etc. Mais sur ce scénario plutôt simple, on a des personnalités et on a une histoire beaucoup plus riche. En tout cas, ce qu'on pressent dans les premiers tomes, et c'est ce que je trouve plutôt intéressant et ce que j'aimerais mettre en valeur. Parce qu'au final, Toru va avoir une histoire de vie qui va être quand même plutôt compliquée. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son père, elle a perdu ses repères. Elle se retrouve du coup dans cette famille un petit peu spéciale, et quand elle retourne dans sa vraie famille, on se rend compte qu'elle n'est pas forcément très acceptée et pas très appréciée non plus. Donc on a vraiment tout ça qui se mélange, et on se rend compte que Toru a une vie quand même plutôt compliquée, mais pourtant elle ne le montre jamais. Elle a un optimisme plutôt particulier, mais on comprend qu'elle a eu une enfance quand même plutôt particulière, ce qui donne une profondeur au personnage.
Ensuite on va voir tout ce scénario avec la famille Yuki et la malédiction qui prend beaucoup de place. Mais pour notre plus grand plaisir. Dans ce tome on va se rendre compte que faire partie du signe du zodiaque est nommé comme une malédiction, mais c'est vraiment vécu comme une malédiction. Ça entraîne des soucis dans leur quotidien, il y a un être dans la famille Soma qui a une certaine domination sur les autres, et du coup tout ça mélangé fait qu'on se rend compte que le scénario est plus complexe et plus sombre aussi qu'il n'y paraît. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a une certaine légèreté avec les personnages, avec les gags, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Ça m'est arrivé beaucoup de rigoler à plusieurs moments parce qu'il y a des scènes qui sont juste hilarantes. Mais en plus de cet humour, on va avoir des moments de vie, des phrases, des flashbacks, etc. qui vont parfois durer peu, mais qui vont nous faire des pincements au cœur. Et on se rend compte que là, on est que sur le premier tome, enfin du coup sur les 2 premiers tomes, et on pressent que dans la suite, on va avoir des propos quand même encore plus graves, sachant que déjà, là, on a fait face à des situations quand même plutôt alarmantes. On a quand même l'histoire de vie de Monsieur Hattori, et du coup son premier amour, qui nous fait comprendre très vite que faire partie des signes du zodiaque est très compliqué, et peut créer de réels soucis, et ça déjà, je trouve ça ultra intéressant. Par exemple, dans ces histoires de vie un peu compliquées, on se rend compte que Yuki a un mal-être profond vis-à-vis de sa condition. On va avoir Kyo qui a un besoin de reconnaissance et qui a l'air d'être vachement rejeté par sa famille, donc on veut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il en est, donc ça on le saura, je l'imagine et je le sais, dans les prochains tomes. Et on va voir aussi l'histoire de Hattori qui va être présent du coup avec son premier amour, et là on est face quand même à quelque chose de très cruel et on se dit ah ouais, ok, donc je lis pas une histoire toute douce. Donc en plus que Toru a une vie plutôt triste et qu'on a des personnages qui ont l'air d'avoir des gros mal-être, on a vraiment une situation très problématique. Et franchement, lire son histoire m'a fait des frissons. J'étais triste pour lui et en même temps, il y a ce côté un petit peu joyeux qui reste présent. Il y a ce goût doux amer dans la bouche pendant la lecture de son histoire. Et ça, je trouve ça ultra intéressant. Et là, on comprend vite que Fruits Basket, ce sera pas juste un shoujo, ce sera pas juste une lecture toute douce qui va nous faire des papillons dans le ventre. Il y en aura, certes, mais on va être aussi face à des situations tantôt joyeuses, tantôt très sombres. On va faire face à des situations complexes et on va voir des personnages qui le sont également. Et ça, trop appréciable. Le scénario est cool, mais ce qui rend aussi ce scénario très cool, c'est l'histoire de vie des personnages et donc les personnages. Et là, je vais me concentrer un petit peu sur les personnages principaux et ceux qui m'ont le plus marqué durant cette lecture. Tout d'abord, on va parler de notre héroïne, Toru Honda. Alors, Toru Honda, c'est mon personnage féminin all-time favori. Et avec ce tome, ça l'a reconfirmé et j'étais très heureuse de la relire et de me rendre compte pourquoi je l'aime autant. Alors déjà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup en estime et quand j'étais plus jeune, j'ai essayé un petit peu de lui ressembler, en tout cas, j'ai pris exemple sur elle. Je sais pas vous, mais moi j'ai commencé les animés, les mangas extrêmement jeunes et les modèles que je voyais à la télé, dans les séries, c'était pas du tout le genre de personnage auquel je voulais ressembler. Par contre, Toru, c'était pour moi mon idéal, parce que je trouvais que c'était une jeune fille qui était très gentille, qui était un peu naïve parfois, qui était très forte et qui avait une force de caractère mais tout dans la douceur. Et ça, c'est ce que j'ai adoré, parce que Toru, au premier abord, est le personnage cliché, ennuyant, parce qu'elle est trop lisse, trop simple. Et pourtant, sur ce cliché, on a un personnage beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Une histoire de vie la rend déjà un peu plus complexe. Son attachement et ses valeurs rendent le personnage un petit peu, vous savez, souvent une des choses qu'on aime beaucoup dans les shonen, ça va être les personnages qui ont des valeurs, qui ont des credos de vie, qui ont un petit nindo, on va dire. Et bah c'est ce qu'on retrouve avec Fruits Basket. C'est qu'on retrouve un personnage qui a des valeurs tellement ancrée, tellement forte qu'elle transpire ses valeurs. Elle est valeureuse et elle sait ce qu'elle veut, mais en même temps, elle ne veut pas déranger. C'est vraiment quelqu'un qui a cet un peu caractère typique d'un japonais, donc je pense qu'au Japon, beaucoup de personnes se sont identifiées à Toru, et pourtant, elle arrive à transcender les codes occidentaux avec cette douceur, avec cette volonté. Elle est là, elle est trop cute, elle essaye de faire au mieux et elle va essayer de faire les choses bien. Elle est aussi très ouverte d'esprit. Le fait qu'il y ait des somas qui se transforment, elle en a rien à carrer. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est qu'ils se sentent bien, que elle se sente bien et que tout le monde soit ok dans cette situation. Et c'est quand même plutôt appréciable au final d'avoir un personnage qui a ces valeurs-là. Elle a beaucoup aussi de valeurs inculquées par sa maman qui l'ont fortement touchée. Et du coup, nous, quand on le lit, déjà d'une, on est contente parce qu'elle a des belles valeurs, mais on est attaché à ce personnage, à cette maman du coup, qu'on n'a jamais vue. Donc déjà ça c'est très très cool. On est attaché du coup aux souvenirs de Toru. On est attaché au fait que Toru ait pris ses souvenirs, ait pris ses leçons de vie et les ait intégrés. Et je trouve intéressant d'avoir un personnage qui a intégré des leçons de vie à un si jeune âge. On en rappelle, elle est seulement au lycée et pourtant elle a toutes les clés en main pour être ce personnage qu'on adore. Donc j'ai une grosse appréciation sur ce personnage. En fait c'est juste un personnage qui a énormément d'empathie et qui a une énergie plutôt positive et du coup c'est ultra appréciable. Elle se remet en question quand il le faut, mais globalement elle avance et elle est droite dans ses bottes et ça c'est le genre de personnage que j'adore.
Ensuite, beaucoup plus nuancé, on va avoir Kyo. Déjà, c'est un de mes crushs, je l'avoue. Globalement, c'est un personnage qui est extrêmement complexe et je vous avoue que dans ces 2 premiers tomes, je l'apprécie, mais en même temps, et je l'apprécie très fort, mais j'ai du mal à le comprendre. Et c'est ça aussi la force de ce personnage, c'est qu'on a vraiment un personnage qui... Au début tu te dis bon ok c'est un petit voyou, on sait pas trop où il veut aller, il est un petit peu indécis, il est un petit peu dur je trouve. En même temps il a ce complexe d'infériorité et ce mal-être intérieur qui est très présent et qui transpire vraiment. En même temps il est très colérique, du coup vous savez c'est un peu ces personnages qui vont taper dans les murs, qui vont casser des choses etc. mais sans s'en rendre compte. Il est extrêmement maladroit dans ses propos avec Toru. Et en fait ça fait un personnage extrêmement sensible et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un personnage qui veut dégager quelque chose de puissant, veut dégager une force physique, une force mentale et au final tout ce qu'il fait par ses actions transpire son mal-être, transpire un petit peu sa manière de vivre, sa manière de voir les choses. Et ça, franchement, c'est du pain béni pour moi qui aime les personnages complexes, qui aime les personnages sensibles, parce qu'au final, cette sensibilité, c'est pas oh bah il va pleurer, oh il va être sensible, ça va se voir à des kilomètres. Ça va être quelque chose de subtil mais tellement efficace. Et c'est pour ça que j'aime ce personnage tout autant et que j'ai autant d'acrylique et de figurines de lui, parce que vraiment ce personnage me chamboule par ce qui transparaît de son histoire de vie. On comprend très vite qu'il a eu une enfance plutôt compliquée, on comprend très vite qu'il a été rejeté et je pense que en tant que jeune fille qui lisait ça quand j'étais au collège, ce moment où un peu charnière de ma vie, où j'ai découvert les mangas, les animés, où bah j'ai été rejetée parce que bah en fait j'arrivais pas à m'adapter au code des autres enfants autour de moi et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal jusqu'à en fait je sois au lycée et où le lycée était très bien mais jusqu'au lycée j'avais du mal à m'adapter au code des autres enfants et j'avais l'impression d'être très rejetée. J'avais quelques amis certes mais globalement être fan de manga il y a plus de 10 ans, en ramener à l'école, parler que de ça et bah un peu prôner ça, c'était pas forcément très bien vu. Quand j'ai lu Fruits Basket, moi qui étais du coup au collège, je me suis beaucoup reconnue dans Kyo et quand j'ai relu là aujourd'hui, je comprends pourquoi j'avais une aussi grosse attache à ce personnage, pas par une enfance malheureuse etc. mais plus dans cette notion de être rejeté, vouloir tout faire pour être apprécié des autres et qu'en même temps ce soit compliqué tout ça. En fait tout ça fait un personnage plutôt complexe. Ce qui est intéressant aussi c'est que Kyo, genre il veut être reconnu par certaines personnes et quand il s'entend bien avec d'autres etc. il trouve ça plutôt normal. Ça va rendre Yuki très jaloux et maintenant on va un petit peu aborder le thème de Yuki. Parce que Yuki est un personnage qui est tout aussi complexe que Kyo, un peu plus facile à comprendre parce que tout transparaît sur son visage et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que on a un personnage qui essaye de cacher ses émotions, essaye de paraître plutôt froid etc. mais toutes ses actions et tout son visage et même ses pensées qu'on peut lire transpire ce qu'il vit. Yuki c'est quelqu'un de très apprécié par la famille Soma etc. mais en même temps il a cette pression de la famille Soma et il se rend compte qu'il n'est pas normal. Lui ce qu'il aimerait c'est être dans la normalité. On a vraiment une dualité entre Yuki qui voudrait être normal et qui veut s'intégrer avec les autres mais qui a beaucoup de mal et qui a peur aussi vis-à-vis de sa situation de Soma et de Shinu du Zodiac ou tout ça. Kyo qui lui on n'a rien à faire de la normalité et aimerait s'intégrer chez les Soma et aimerait être reconnu pour ce qu'il est. Là on a deux personnages qui ont déjà une dualité et ça va être renforcé par une rivalité dans leurs discussions, par une rivalité dans leurs actions parce qu'ils vont beaucoup se battre, hein. Vraiment ils vont beaucoup se battre et du coup Yuki a beaucoup de jalousie envers Kyo qui lui facilement se lie d'amitié avec les autres élèves et pourtant Kyo s'en rend pas compte et du coup c'est intéressant parce que on a Yuki qui va accueillir Toru, qui va qui va partager quelque chose de sensible parce qu'il fait un jardin et du coup c'est un petit peu son havre de paix et va le partager avec Toru, donc on a un côté très sensible de Yuki et en fait petit à petit cette apparence assez froide au premier abord qu'il montre à l'école pour pas se lier avec les autres parce qu'il a peur de blesser les autres va au final faire face à Toru qui elle fait fondre toute sa froideur et va lui faire comprendre et lui faire réaliser que ce qu'il veut lui c'est s'entendre avec les autres. Ce qu'il veut c'est ne plus faire partie de ce clan Soma qui a l'air de l'étriquer. Et ce qu'il a peur c'est que les autres souffrent à cause de lui et du coup cet aspect il est ultra intéressant et Yuki devient un personnage qu'on a envie qu'il soit sauvé, qu'on a envie qu'il soit heureux et puis qu'il puisse avoir des situations de bonheur parce que là pour l'instant Yuki on voit juste quelqu'un d'assez malheureux et qui nous fait de la peine, quelqu'un qui essaye de prendre les choses en main mais il est ultra maladroit et il a ses peurs au fond de lui qui restent très présentes, il a du mal à aller de l'avant et du coup ça fait des personnages
très intéressant. Donc là on a un trio quand même ultra intéressant, donc il va y avoir un triangle amoureux, on s'en doute. Pour l'instant c'est vraiment très centré sur l'amitié, très centré sur l'appréciation des personnages et sur le moment où on pose les personnages et on pose un petit peu leur bagage émotionnel et leur personnalité. C'est ce qui se passe dans le premier tome de l'édition Perfect. On va avoir d'autres personnages qui vont graviter. Shigure qui a l'air d'avoir une position, je vous l'ai dit dans le résumé, un peu de tuteur parce que ça va être le tuteur de Yuki, mais en même temps il va y avoir Toru et Kyo qui va être présent et du coup on va voir Shigure qui va s'occuper d'eux. Donc on a un personnage qui est plus complexe et ce qui est intéressant c'est que je me souviens très peu de Shigure. Peut-être parce que je me souviens juste qu'il m'avait laissé une forte impression mais je me souviens plus pourquoi, donc je vais redécouvrir ça. En tout cas sur ce premier tome il a des prises de parole que je trouve ultra intéressantes. Il paraît au premier abord un petit peu frivole etc et un peu cool Raoul, sauf qu'au final on va se rendre compte qu'il a une certaine rancœur envers Akito qui a l'air d'être le chef de famille, et en plus de ça on va avoir Shigure qui va s'occuper de jeunes lycéens et qui vont avoir des mal-être, qui vont avoir besoin des fois d'être conseillés etc, et Shigure va avoir des conseils incroyables. À la fin de cette vidéo je vous mettrai des citations que j'ai retenues du manga et que j'ai envie de vous donner mon avis dessus etc, et de vous remettre en lumière pour vous rendiez compte la force de cette œuvre. On va avoir aussi d'autres personnages qui vont apparaître. Je passe rapidement mais il va y avoir la famille de Toru, franchement des personnages des plus exécrables. À part son grand-père qui perd un peu la tête mais qui est ultra touchant et très compréhensif, donc voilà, c'est trop agréable. Ils permettent juste de mettre en lumière un petit peu l'environnement familial de Toru et se rendre compte de la nocivité de celui-ci. On va avoir également Kagura qui va apparaître, qui va être un autre signe du zodiaque qui est fan de Kyo, et du coup je trouve ça intéressant, c'est que genre Kyo a du mal avec lui-même et Kagura va au final avoir tout son amour et toute son attention portée sur Kyo, et du coup ça fait un personnage qui permet un petit peu de, pour l'instant, mieux comprendre Kyo, et en même temps elle est un peu friendly etc et très énergique. Elle est du signe du sanglier, enfin du cochon, un truc comme ça, et du coup il y a cet personnage très énergique qui s'accroche à Kyo quand lui rejette un petit peu tout le monde. Donc ça je trouve ça très intéressant qu'elle apparaisse. Elle apparaisse quand même momentanément, du coup je vais pas m'attarder dessus. Par contre il y a aussi un autre signe du zodiaque, Hattori, que je vous ai parlé plus tôt parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée. C'est le signe du dragon, donc il se transforme en hippocampe. Pas fou, mais par contre Hattori est ce personnage qui a vécu une horreur parce qu'avec son premier amour il a été tombé amoureux etc, sauf que Akito n'était pas d'accord. Akito qu'on ne voit peu, mais à chaque flashback etc et souvenir qui apparaît de cette personne nous fait la détester un peu plus. On comprend pas trop qui il, elle est. On comprend juste qu'il y a un énorme poids dans la famille Soma et qui prend des décisions plutôt dures, comme le fait de effacer les souvenirs des gens pour être sûr que le secret reste toujours, ce que je peux comprendre, mais également le fait de faire souffrir en fait les gens pour que on a l'impression qu'ils restent vers lui etc. Enfin c'est un personnage très complexe, mais pour l'instant je n'en ai pas vu grand chose, mais le peu que j'ai vu était assez compliqué hein. Tout ça pour dire que Hattori a vécu à cause d'Akito une situation compliquée au niveau physique. La personne qu'il aimait s'en est beaucoup voulu, il a dû lui effacer les souvenirs, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'on a un personnage qui est sensible et qui est assez résigné par son sort, et la rencontre avec Toru va un peu réchauffer son cœur, mais pas dans le sens romantique, mais dans le sens la vie peut être toujours belle, et c'est ultra sensible. C'est pas mis noir sur blanc, mais pendant ma lecture c'est l'impression que j'ai eue. Je me suis rendu compte que Hattori là elle était en train d'être sauvée par la bonté de Toru et par sa spontanéité, parce que vu que Toru est extrêmement gentille et très bienveillante etc, en fait elle est vraie dans ses manières de penser et dans ses manières d'agir, et je pense que ça fait beaucoup de bien à Hattori et c'était trop appréciable à lire. Ensuite on a Momiji qui apparaît, donc Momiji je passe rapidement dessus parce que c'est juste un petit bout en train qui apparaît, qui a l'air d'avoir comme tout le monde une histoire un peu compliquée, mais pour l'instant tout est survolé. Il m'a pas encore marqué dans la lecture, je sais que plus tard il sera un peu plus important, mais pour l'instant Momiji est un personnage plutôt loufoque qui s'intéresse beaucoup à Toru, à Kyo, à Yuki, qui paraît quand même plutôt jeune, et du coup on s'intéresse et on s'interroge sur ce personnage, mais on reste quand même plutôt vague sur ce personnage. Juste il apparaît, on nous le présente, plutôt sympathique, bon, à voir pour la suite. D'autres personnages qui apparaissent et ce sur quoi j'aimerais aussi un peu me pencher, c'est sur les amis de Toru. Toru a deux amis, Arisa et Saki. Arisa est une jeune fille qui ressemble un peu à un voyou, à une yonki comme on dit, et Saki dit qu'elle peut sentir un petit peu les ondes, donc un petit peu cette notion de paranormal, tout ça. Genre les personnages en eux-mêmes,
je les trouve ultra doux et ultra cool et je les aime beaucoup. Et ce que je trouve ultra intéressant, c'est que dans Fruits Basket, on a vraiment une grosse notion de l'amitié, notamment avec ses deux meilleurs amis. Ces deux amis, franchement c'est des amis, c'est la famille. Vraiment c'est l'impression que j'ai eue. Étant quelqu'un qui apporte une grande importance à mes amis, j'ai peu d'amis mais par contre mes meilleurs amis sont ancrés dans mon cœur et même si on prend pas des nouvelles pendant longtemps, reste là en place et rien ne pourra changer entre nous. En tout cas j'imagine pas du tout parce que c'est des personnes qui sont juste exceptionnelles pour moi et c'est vraiment l'impression que tu lis dans Fruits Basket. Parce que dans Fruits Basket, on a ces deux amis qui ont connu la mère de Toru, qui connaissent Toru, qui connaissent un peu sa manière d'être, etc. et qui vont tout faire pour elle. Donc déjà ils vont la protéger quand elle va être embêtée, mais aussi en fait elles veulent être un soutien et veulent en même temps laisser Toru la liberté de ses choix. Vont pas la cocooner et être ultra protectrice en dépend de sa liberté, mais vont être là et vont être protectrices en la suivant et en la soutenant. Et c'est une nuance qui est simple mais tellement efficace et on a vraiment des personnages qui sont juste extrêmement friendly et qui s'acceptent les uns des autres alors qu'ils sont totalement différents. Entre une Yankee qui est plutôt active, plutôt forte, etc. et qui fait un petit peu peur à tout le monde et Toru l'accepte comme elle est et vice versa. Entre Saki qui paraît plutôt morose, qui fait peur un peu à tout le monde parce que elle pourrait contrôler tes esprits, elle pourrait te faire du mal, etc. par sa simple existence, et Toru on n'a rien à carrer et vice versa. Et en fait c'est ce trio qui est ultra intéressant parce qu'elles ne se ressemblent pas du tout, mais en même temps elles ont une alchimie entre elles qui est ultra appréciable. Et surtout on a vraiment des personnages qui vont chercher le bonheur de Toru, vont chercher le bonheur des unes des autres. Toru avait caché au début sa situation, le fait de vivre dans la forêt, dans une tente, tout ça, et quand elles vont s'en rendre compte, donc déjà elles vont auto se flageller de pas s'être rendu compte de la détresse de leur amie. Donc ça je trouve ça ultra intéressant. Et ensuite vont vouloir aller chez elle et vont accepter un petit peu le côté farfelu qu'elle habite chez les Soma. Elles vont juste lui rendre visite pour voir si elle est bien. Et c'est là qu'on a une vraie déclaration d'amitié qui va être présente. On se rend compte que Arisa et Saki ont soutenu Toru certes parce que sur la tombe de la mère de Toru, Arisa et Saki ont promis de la protéger, mais surtout parce qu'elles sont amies. Et quand tu lis leur amitié, ça me met juste les larmes aux yeux parce qu'on a vraiment une franche amitié où les filles sont mutuellement heureuses les unes des autres et sont heureuses des réussites des autres, sont heureuses en fait ensemble et c'est beau. En fait c'est juste beau et ça te donne un bon exemple d'amitié et un bon exemple aussi pour toi avec tes amis, comment être. Ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans cette œuvre, c'est que quand tu lis, tu peux prendre exemple sur les personnages, tu peux prendre exemple sur les relations, pas sur toutes, mais sur les relations saines, parce qu'il y a vraiment un contraste entre ce qui est sain et ce qui est malsain, et ça peut te permettre de te rendre compte que tu es dans des situations qui sont malsaines, de te rendre compte dans des situations qui sont compliquées. Et cette ambivalence entre les situations rend l'œuvre toujours plus appréciable. Et pendant ta lecture, en étant jeune, du coup, tu peux grandir en fait pendant ta lecture. Et en le relisant en étant adulte, je me rends compte un petit peu des nuances. Il y a certaines choses qui étaient plus sombres que je m'en étais pas rendu compte plus tôt. Peut-être parce que j'avais pas les yeux assez ouverts et l'esprit assez mature pour comprendre ça. Et du coup je trouve ça intéressant de le relire en étant plus âgée. En le relisant en étant plus âgée, ça me certifie dans ma vision de la vie. Et ça m'a fait quand même réfléchir sur certaines choses. Et en même temps, j'ai ressenti des élans de nostalgie et de joie parce que je me suis souvenue de mes années lycée, je me suis souvenue de l'appréciation que j'ai avec mes meilleurs amis et de la manière dont on s'est aidé l'une l'autre et c'était beau, c'était une belle lecture. En tout cas les passages d'amitié dans ce manga, je trouve que c'est des belles lectures parce que ce soit ce côté un petit peu ami de Toru avec ses deux amis, mais aussi de Toru avec Kyo et Yuki, parce qu'au final, au début, pour l'instant, ils sont juste amis. Il y a vraiment cette appréciation, cet échange. On sait que ça peut tourner sur quelque chose de romantique, mais pour l'instant, on a juste un soutien sans faille, d'un côté comme de l'autre, et quelque chose de vrai. En fait, les gens sont vrais, et c'est ultra appréciable. Et en plus de ça, on a aussi entre Hattori et Shigure qui est très sympa, pour l'instant un peu survolé, mais on se rend compte qu'il y a une vraie appréciation des deux personnages et qu'ils n'hésitent pas à se dire les choses en face. Et c'est pareil, c'est appréciable. En fait, vraiment, tu es face à un panel de relations sociales qui te permet d'avoir les armes pour la vie et qui te permet de lire quelque chose de vrai. Il y a un côté un petit peu fantastique avec les malédictions, tout ça, mais sinon on est sur un tranche de vie, on est sur une romance, on est aussi sur une aventure et on a quelque chose juste qui est criant de vérité, qui permet de lire quelque chose qui est divertissant. Certes, franchement c'est ultra divertissant, tu rigoles, t'es ému, t'adores les personnages, mais qui a un vrai propos. Et c'est ça que j'ai aimé dans ma lecture et surtout dans cette relecture, c'est que j'avais un bon souvenir, mais je me souvenais plus vraiment pourquoi j'aimais autant
Fruits Basket, mais j'aime Fruits Basket parce qu'il y a un vrai propos, il y a des vraies relations sociales, il y a des vraies nuances. C'est pas un manga qui est tout lisse. Au début, on pourrait croire oh bah c'est mignon, oh trop mignon, ils peuvent se transformer en animaux quand ils en laissent le corps l'autre, etc. Non, c'est mignon, oui, 5 minutes. Au final, on a aussi des choses ultra émouvantes. Et c'est ça que j'ai aimé pendant ma lecture, c'est que j'avais le cœur battant, j'avais une palpitation, j'avais un sentiment d'excitation, j'avais des sentiments de tristesse, de joie, de rire, et je me suis posée pendant ma lecture. J'ai pas fait ça à la va-vite, j'aurais fait ça à la va-vite, je pense que j'aurais eu tout autant d'émotions, peut-être plus ardues, mais là le fait de me poser, je me suis rendu compte de ce que je lisais. Et je lisais une œuvre qui abordait beaucoup de sujets. Sur les 2 premiers tomes, on le rappelle, hein. Là, je n'ai lu que les 2 premiers tomes. Donc on est sur la surface de Fruits Basket. Et pourtant, je fais face à des situations et des propos que je me prends en pleine face et des leçons de vie que je me prends en pleine face à 26 ans. Je veux dire, c'est quand même impressionnant sur ce petit manga que tu peux recommander à tout âge. Et c'est ça que je trouve ouf, c'est que tu peux le mettre dans les mains d'une fille de 11 ans qui va juste prendre les belles leçons et qui, comme en regardant Disney, on va pas se rendre compte de certaines choses, de certaines violences, de certains propos. On va se rendre compte de ce dont on a besoin. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu peux avoir des doubles lectures suivant l'âge auquel tu lis cette œuvre. Et ça, c'est juste ouf, déjà. Et du coup, c'est une œuvre qui vraiment m'a sincèrement émue, m'a sincèrement touchée et j'ai sincèrement aimé cette lecture. J'étais divertie, je me suis pas ennuyée, je me suis pas dit oh je lis quelque chose de sociétal. Non, j'ai juste lu un manga qui était trop bien, ultra divertissant et au final, avec du recul, en me posant sur ma lecture, il y a quelque chose de sociétal, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose d'abordé. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'on n'a pas juste, on vous pose ça et t'as une lecture qui est lourde, t'as une lecture qui est ultra douce, ultra cool, ultra chill, mais en même temps qui est forte. Et c'est là que je trouve la force dans ce manga. Parce que moi, les shoujo comme ça que j'ai lus, et où il y avait des propos très forts, soit le propos est très fort et du coup c'est une lecture qui est lourde mais c'est trop bien, soit je n'arrive pas à accrocher parce que justement il y a un propos très fort, il y a des personnages qui souffrent, sauf que en fait ils souffrent trop et je trouve ça trop dur à lire. Sauf que là on a le juste milieu qui fait que j'ai fort apprécié quoi. À un moment donné, je pense que vous avez compris durant cette vidéo, j'ai essayé de décrypter un max l'œuvre, en tout cas ces 2 premiers tomes. Je ferai du coup une vidéo à chaque gros tome que je lis, que j'aurai annoté, que je vous aurai partagé du coup mon avis plus ou moins concret. Je vous ferai des points sur les personnages, je vous ferai des points sur le scénario et sur l'histoire, sur ce qu'on voit dans l'œuvre. Et je finirai sur les citations comme aujourd'hui. Donc maintenant on va passer sur les citations. Alors ça va être des citations, c'est pas genre les citations du manga, ça va être des choses, ça va être des phrases qui moi m'ont marqué pendant ma lecture. Au début je pense que vous allez pas trop comprendre parce que c'est des phrases un peu bateau et petit à petit vous allez mieux les comprendre. Comme ça je vous les mets en situation. On va voir Yuki qui va dire à Toru, fais les choses comme tu le sens, à ton propre rythme. Donc ça c'est familiarise-toi avec la maison. Mais en fait cette phrase, fais les choses à ton propre rythme, fais les choses comme tu le sens, et bah elle m'a marqué parce qu'au final c'est un peu l'essence du manga et c'est un peu ce qu'on va rencontrer, c'est qu'on va voir des personnages qui vont faire les choses, qui vont être actifs mais à leur rythme, ils vont faire les choses dans leur sens. Et moi étant quelqu'un de très active, qui me met beaucoup de pression pour beaucoup de choses, bah en fait ça m'a réconfortée. C'est une phrase qui est réconfortante je trouve, bah fais les choses comme tu le sens, à ton propre rythme. Prends le temps de faire les choses. Et ça, bah, je trouve ça rassurant. Ensuite, là c'est vraiment une phrase qui va être liée au manga en lui-même, c'est Yuki, promets-moi quand même quelque chose, même si je perds la mémoire, est-ce que nous pourrions rester amis? Alors là, c'est une phrase qui m'a marquée, mais par rapport à la notion de l'œuvre, plus que moi elle m'a touchée, c'est qu'en fait, on comprend que Yuki, il a peur que les gens autour de lui souffrent, qu'ils perdent la mémoire, qu'ils puissent pas avoir ce contact. Et du coup, là, je la trouve juste ultra adorable, ultra douce. Et en fait, elle a compris l'enjeu. Elle a compris la gravité de ce qui se passe autour d'elle. Mais pourtant, elle a cet optimisme qui dit « Je comprends, si on doit m'effacer la mémoire parce que je suis un danger pour vous, pas de souci. Est-ce qu'on pourra quand même rester amis? Est-ce qu'on pourra garder ce contact ?» Et en fait, c'est tout ce que Yuki veut entendre. Elle le sait pas, mais elle a, genre, en une phrase, elle a balayé tous les doutes de Yuki. Et ça, c'est beau. Alors là c'est une phrase de Shigure. Je vous ai dit Shigure est très philosophique au final. Pour vivre en harmonie avec les autres, il faut savoir se maîtriser.
Aujourd'hui, les austérités que tu vas devoir pratiquer ne seront plus dans la montagne, mais dans la ville, avec d'autres gens. Sinon, tu ne pourras jamais devenir quelqu'un qui peut éprouver de la compassion et de la considération pour ses proches. Tu es peut-être ceinture noire en arts martiaux, mais tu n'as encore qu'une ceinture blanche en relations humaines. Il faut accepter d'être blessé ou de blesser les autres pour apprendre comment fonctionnent les relations, et aussi comment tu fonctionnes toi-même. Tu dois continuer tes austérités et un jour, tu pourras ressentir de la reconnaissance pour ceux qui te diront qu'ils t'aiment. Cette phrase, en fait, j'ai pris toute la page, je vous les ai lues toute la page, parce que je la trouve... Alors, ça peut être ambivalent, je le comprends, mais pour vivre avec les autres et pour être bien soi-même, je pense qu'il faut être assez droit dans ses bottes, pouvoir dire les choses quand il le faut, mais il faut pouvoir dire les choses proprement. Dans le sens où, si je suis énervée, il est rare, et il m'arrive jamais, de claquer la porte et de dire mes 4 vérités, de les balancer à quelqu'un. C'est pas comme ça que je fonctionne. Pour moi, si tu es assez énervé pour devoir dire les 4 vérités à quelqu'un, ça veut dire que tu aimes cette personne. Et du coup, pour ma part, tu dois prendre le temps de prendre ton énervement, le verbaliser dans ta tête, pour le verbaliser proprement, pour que la personne comprenne qu'est-ce qui ne va pas. Après, ça va sur un conflit, etc. Mais au moins, tu as dit les choses comme toi tu le voulais. Parce que déjà, entre ce que tu dis et ce que la personne reçoit, il n'y a pas les mêmes sons de cloche. Mais si en plus tu le dis avec un énervement, alors là, c'est sûr qu'il va y avoir une incompréhension et tu peux perdre tes amis et tu peux perdre des personnes proches. C'est pas exactement ce qui est dit, c'est la notion que je trouve intéressante. Il faut accepter d'être blessé, de blesser les autres parfois pour apprendre comment fonctionnent les relations et aussi comment tu fonctionnes toi-même. Je trouve qu'il est ultra important de comprendre comment on fonctionne et c'est quelque chose de très difficile et qui se fait petit à petit et malheureusement par la souffrance, parce que c'est que quand tu es face à des situations compliquées, que tu ne les apprécies même pas, que tu vas te rendre compte des belles choses. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Je suis désolée, je suis pendant le montage, j'ai eu un petit souci d'exportation, mais du coup, la citation dont je vais vous parler genre maintenant, c'est Kyo qui dit à Toru, tu as le droit d'être découragé. Dans la vie de tous les jours où franchement on est parfois ultra dur avec soi-même, et moi la première, je suis sur tous les fronts, en même temps je travaille et je fais ci et je fais ça et je fais plein de choses et je veux et je fais, et des fois bah ça m'arrive que je loupe, ça m'arrive que bah je sois pas très contente de moi, de ma situation, etc. Et du coup je suis un peu découragée et je m'en veux après d'être découragée. Et le fait d'avoir lu cette phrase, en plus c'était une période où bah j'étais vachement découragée justement, et du coup ça m'a fait du bien. Je me suis dit mais oui, j'ai le droit, ça arrive. Et c'est pas grave, au contraire c'est comme ça que tu te relèves et que tu apprends de tes erreurs, au contraire que tu réalises les choses, et voilà. C'était quelques citations, soit qui mettent en lumière le manga, soit qui peuvent faire écho à ma vie, à votre vie, ou juste se rendre compte qu'un manga, c'est pas juste des phrases, des dessins, c'est une histoire. Et dans cette histoire, elle peut être complexe, elle peut être simple, elle peut être chill, elle peut être dure. Et c'est ça tous les panels d'une bonne histoire, et c'est ça qui fait que j'aime les mangas, c'est qu'il y a des choses qui sont ultra divertissantes et que je lis pour être divertie. Il y a des choses que je lis pour être touchée, il y a des choses que je lis pour en prendre plein les yeux. Et il y a des choses comme ça, comme Fruits Basket, où tout est abordé. Tout le panel de lecture que j'aime est dans une œuvre. Et en tout cas, avec ces 2 premiers tomes, j'ai adoré Fruits Basket et je me suis rendu compte de la force du manga. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Fruits Basket, c'était pas juste une romance toute douce avec des personnages cool et un peu de surnaturel. Ça avait des vrais propos, ça avait une vraie puissance. Et ça me touchait toujours autant et c'était genre merveilleux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense qu'elle était assez longue et j'espère que j'ai réussi à faire un montage un peu dynamique et que vous m'avez suivi jusqu'ici. Si vous avez suivi cette vidéo jusque là, n'hésitez pas à commenter votre personnage favori de Fruits Basket, et si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne et vis-à-vis de cette vidéo qui me tient autant à cœur. J'espère que j'ai réussi à vous communiquer ma passion de cette œuvre et à vous faire quelque chose d'assez concret et de construit. C'est rare que je fasse de aussi longues vidéos sur un manga et encore moins sur un tome. Du coup n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vous plaît. En tout cas je compte le faire avec la collection entière de Fruits Basket et ensuite on s'attaquera à Naruto. Donc merci encore de me suivre, merci de commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait un énorme soutien et ça me remonte dans l'algorithme qui me met toujours plus bas que terre. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.